Quand ma fille s'est mariée, j'ai gardé le silence sur la vérité. Mon défunt mari m'avait laissé 80 millions d'euros en villa en bord de mer le long de la côte atlantique. Je n'ai rien dit, et je suis reconnaissante de ce silence car seulement une semaine plus tard, mon nouveau gendre est entré dans ma cuisine avec un avocat à ses côtés, pensant qu'il pourrait me les prendre. C'est ainsi que mon histoire commence. Avant de vous emmener plus loin, laissez-moi m'arrêter ici et vous demander quelque chose. Si des histoires comme celle-ci résonnent en vous, si vous croyez en la force tranquille et en une justice qui ne crie pas mais se tient droite, s'il vous plaît, aimez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Votre soutien maintient en vie des histoires comme la mienne et aide à construire une communauté de personnes qui comprennent ce que signifie protéger sa dignité. Maintenant, laissez-moi revenir à ce jour. Le jour où j'ai réalisé que le silence m'avait sauvée. Tout a commencé au mariage de ma fille. Une grande réception tenue dans l'une des vieilles salles de bal de La Rochelle. Tout en lustre et parquet ciré. Tout le monde était sur son 31. La musique était douce, les rires plus forts. Mais quand je suis entrée dans la salle, tenant le corsage que j'avais épinglé à ma propre robe, j'ai immédiatement remarqué où il m'avait placé. Table 14, près de la sortie de secours, cachée derrière une haute colonne d'orchidées blanches. Je me suis assise tranquillement, j'ai lissé les plis de ma robe et j'ai regardé ma fille Lydia entrer dans la pièce dans sa robe de mariée. Elle était radieuse. C'était la mienne. Pourtant, j'étais placée comme une pensée après coup, à peine visible sur les photographies qui seraient partagées plus tard. Ce n'était pas un accident. Les familles ne commettent pas d'accident comme celui-là. De ma table, à moitié masquée, j'ai souri quand même. J'ai applaudi quand les autres applaudissaient. J'ai levé mon verre quand le toast a été porté. À l'intérieur, cependant, quelque chose s'est fracturé. J'ai pensé à toutes les années où j'étais restée au pied de son lit quand elle avait de la fièvre. Aux nuits où je corrigeais des copies à la faible lumière de son berceau, quand j'étais encore institutrice, invisible. C'était le rôle qu'on me donnait dans sa nouvelle vie. Et donc, je suis restée silencieuse. Je n'ai pas parlé des villas que son père, Richard, avait construites avec le labeur de sa vie. Il les appelait les maisons du vent et du sel. 20 ans de contrats de construction, de réparation après les tempêtes et de sueur versés dans une chaîne de propriétés s'étendant de l'île de Ré à l'île d'Oléron. Chaque acte de propriété portait son nom, et avant de mourir, il les a transférés dans une fiducie avec mon nom au centre. Je le revois encore dans ces derniers jours. Sa main, grande, calleuse après des décennies de travail, agrippant la mienne avec une force surprenante. Sa voix était basse, urgente, presque suppliante. « Hélène, dit-il, ne le dis à personne. Ne signe rien. Un jour, tu comprendras pourquoi. » À l'époque, je ne savais pas ce qu'il voulait dire. Maintenant, je sais. Car une semaine après ce mariage, j'ai entendu frapper à ma porte d'entrée. J'ai ouvert pour trouver Étienne, mon tout nouveau gendre, debout, dans une chemise repassée, un sourire trop poli pour être sincère. À côté de lui se tenait un inconnu, un homme en costume sombre portant une mallette, un avocat. « Mère, commença Étienne avec un ton trop suave pour appartenir à la famille. Nous avons pensé passer pour vous aider avec quelques papiers importants, juste pour nous assurer que vous êtes en sécurité maintenant que vous vivez seul. » Ils m'ont suivi dans la cuisine. J'ai posé ma tasse de thé sur la table, la vapeur s'enroulant encore vers le haut. L'avocat a fait glisser un épais dossier sur le bois. Sur la couverture, en lettres noires et grasses, mandat DE protection future. Étienne a souri à nouveau, posant légèrement la main sur le dossier. Ce n'est qu'une formalité. Lydia et moi voulons nous assurer qu'on prend soin de vous, que rien ne puisse jamais arriver aux villas, aux comptes bancaires, enfin, à tout ce que votre mari a laissé derrière lui. Ma cuillère a glissé contre le bord de ma tasse avec un doux tintement métallique. Le son était infime, mais il a résonné en moi comme une cloche. Ce son m'a dit la vérité. Ils n'étaient pas là pour me protéger. Ils étaient là pour me dépouiller de la chose même que Richard avait travaillé à préserver. J'ai regardé le dossier. J'ai regardé Étienne. Je n'ai rien dit. Le silence est redevenu mon armure. Et c'est là que la véritable histoire commence. Je devrais vous dire qui je suis pour que vous compreniez la femme qui était assise dans cette cuisine avec le dossier d'un avocat poussé sur sa table. Je m'appelle Hélène Marleau. J'ai 67 ans. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été institutrice à Saint-Valentin-sur-Mer, un petit village côtier près de La Rochelle. J'ai appris aux enfants à lire leurs premières phrases, à compter les pommes sur une page, à se tenir devant la classe et à dire leur nom clairement. La patience était ma profession. La dignité était ma boussole. Maintenant,
Je vis seule dans une modeste maison à 2 étages peinte de ce bleu pâle que Richard appelait autrefois vert de mer. Les volets sont blancs, bien que la peinture ait commencé à s'écailler sur les bords. Devant, j'entretiens un petit jardin où des rosiers grimpent sur un treillis que Richard a construit pour moi il y a des années. Les rosiers sont têtus. Même lorsque les tempêtes s'acharnent sur eux, ils reviennent au printemps avec un parfum qui me rappelle les vœux que nous avons faits quand nous étions jeunes. À l'intérieur de ma maison, chaque chose a sa place. La bouilloire est sur la cuisinière, polie par des années d'utilisation. Une rangée de tasses à thé est soigneusement suspendue au-dessus de l'évier. Sur l'étagère du couloir repose une petite boîte en métal, l'ancien coffre-fort de mon mari, éraflé par les déménagements entre les chantiers à l'époque de la construction. Dans ce coffre-fort, il n'y a pas seulement des actes de propriété et des documents, mais des morceaux de notre histoire, des photographies au bord corné, des lettres que Richard écrivait lorsqu'il voyageait pour le travail, l'acte de naissance de notre unique enfant. C'est plus qu'un contenant pour du papier. C'est le coffre de notre vie. Je porte la clé de ce coffre dans la poche de mon gilet. Toujours. Elle est en laiton, lourde pour sa taille, chaude de la chaleur de mon corps. Parfois, quand je suis nerveuse, je ferme la main autour d'elle comme si je tenais à nouveau la main de Richard. Cette clé n'est pas seulement du métal. C'est une réassurance. Chaque matin, je prépare le thé avant que le soleil ne soit complètement levé. Je pose 2 tasses sur la table par habitude, bien que je ne boive que dans une seule. La vapeur s'enroule, douce et silencieuse. La tasse vide n'est pas pour un invité qui arrivera. C'est pour le souvenir de Richard, qui s'est assis en face de moi pendant 42 ans, qui cherchait ma main même en silence. Le rituel m'ancre. Il me rappelle que même si je suis seule dans cette maison, je ne suis pas sans présence. Richard était un bâtisseur dans tous les sens du terme. Pas seulement de maison, mais de stabilité, de rêve. Il a commencé avec de petits contrats, des réparations de terrasses, des remplacements de toitures avant de passer à des projets plus importants le long de la côte. Il avait la vision de créer des maisons qui résisteraient au vent et au sel. Des endroits où les familles pourraient se réunir sans craindre la prochaine tempête. Le vent et le sel, disait-il souvent, sont le véritable test de n'importe quel mur. Il passait la main le long des poutres, hochant la tête comme s'il pouvait déjà entendre l'océan défier son travail. En 2 décennies, il a construit une chaîne de villas en bord de mer, s'étendant de l'île de Ré à l'île d'Oléron. Ce n'étaient pas des hôtels. Ce n'étaient pas des locations de vacances Tapa-Accent Graveleuil. C'étaient des maisons, chacune solide, enracinée, testée par les ouragans et réparée de ses propres mains. Il les appelait les maisons du vent et du sel. Et il les aimait presque comme si elles étaient les enfants de son labeur. Quand il est tombé malade, le travail a ralenti. Son corps ne pouvait plus supporter le poids du bois ou la morsure de l'air marin, mais son esprit est resté vif, et son inquiétude n'était pas pour lui-même, mais pour moi. Je me souviens de la nuit où il a placé les documents de la fiducie dans le coffre-fort. Son visage était pâle, sa respiration courte, mais ses yeux avaient la même détermination que j'avais vue sur un échafaudage 30 ans auparavant. « Hélène, dit-il en me serrant si fort la main que je sentis son pouls dans ma paume. Promets-moi ceci. Ne dis à personne ce que je t'ai laissé. Ne signe rien. Pas une seule page. Pas avant que tu n'y sois obligé. Ces villas, elles sont plus que de l'argent. Elles sont la preuve de ce que nous avons construit ensemble. » J'ai hoché la tête, bien que les larmes brouillassent ma vision. À l'époque, je pensais qu'il était trop prudent. Lydia, notre fille, avait toujours été proche de moi, et je croyais qu'elle ne laisserait jamais personne me traiter autrement qu'avec respect. Richard devait sentir quelque chose que je ne sentais pas. Après ses funérailles, la maison semblait caverneuse, bien que les murs fussent les mêmes. Les rosiers ont fleuri quand même. La bouilloire sifflait toujours, et le coffre-fort, niché dans le couloir, semblait plus lourd que jamais. J'ai porté la clé dans ma poche à partir de ce jour, incapable de m'en séparer. Ce n'était pas seulement une clé pour des documents valant 80 millions d'euros en propriété. C'était une clé pour ma dignité, mon indépendance, mon avenir. Parfois, tard dans la nuit, je m'asseyais à la table, la clé en laiton dans une main, ma tasse de thé dans l'autre, et je chuchotais dans le vide. « Je t'entends, Richard. Je ne signerai pas. Je ne lâcherai pas. » Et pourtant, même avec ces mots résonnant en moi, rien ne m'avait préparé à la rapidité avec laquelle le test viendrait. Un mariage où j'étais cachée derrière des orchidées. Une semaine plus tard, un coup à la porte. Le dossier d'un avocat glissant sur la table de ma cuisine, ma cuillère frappant la tasse comme une cloche.
C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que les maisons du vent et du sel n'étaient pas seulement l'héritage de Richard. Elles étaient aussi mon armure. Le lendemain matin, après que le dossier eut atterri sur ma table, j'entendis le léger coup que je reconnais toujours. 3 coups, une pause, 2 coups. J'ouvris la porte et trouvai Marguerite sur mon porche avec un plat chaud enveloppé dans un torchon. L'odeur de beurre et de maïs s'éleva comme une petite miséricorde. J'ai apporté un cake salé, dit-elle en passant devant moi comme si elle rendait un livre. Et j'ai apporté mes yeux. Quelque chose s'est passé ici. Marguerite est ma voisine, 2 maisons plus loin, veuve comme moi. Elle a perdu son mari François il y a 10 hivers. Elle garde ses cheveux courts et ses phrases encore plus courtes. Elle pose le plat sur mon comptoir, balaie la pièce du regard et remarque la tasse de thé, la 2e tasse vide. Le dossier est maintenant glissé sous un apron, comme si le papier pouvait être contraint à la pudeur. Elle ne demande pas la permission. Elle soulève le napperon et lit le titre en gras. Mandat DE Protection Future. Sa mâchoire ne tombe pas. Elle expire seulement par le nez. De la manière dont un charpentier vérifie une planche voilée. Qui a apporté ça? Dit-elle, ce n'est pas une question. Étienne, je réponds, avec un avocat. Elle hoche la tête une fois. Un verdict sans le marteau. Je les ai vus partir. L'homme en costume se pavanait comme s'il possédait ta maison. Nous nous asseyons à la table de la cuisine. Je sers le thé. Marguerite refuse le lait. Je coupe le cake et regarde la vapeur s'élever. L'odeur rend la pièce moins semblable à une salle d'audience et plus à une cuisine à nouveau. Elle prend une bouchée, pointe avec le coin de sa part. Dis-le à voix haute, Hélène. Ils veulent que je signe, dis-je. Ils disent que c'est pour ma sécurité. Marguerite mâche lentement. Elle me donne le temps de retrouver mon équilibre. Elle pose son gâteau et s'essuie les doigts sur le torchon. Ne laisse pas le silence devenir des chaînes. Transforme-le en armure. La phrase atterrit là où commence ma colonne vertébrale. Je me sens me redresser. Armure, je répète. Elle tapote le dossier. Une signature comme ça, c'est une porte qui ne s'ouvre que dans un sens. Demande-moi comment je le sais. Alors je le fais. Marguerite me parle du printemps qui a suivi la mort de François. D'un neveu qui appelait chaque dimanche avec une voix de miel. Il a dit le mot protection si souvent que ça a commencé à ressembler à un cantique. Il a apporté un notaire et un bouquet sur son porche le même après-midi. Quand elle a hésité, il a ri et a dit au notaire de leur donner 1 minute. Le rire n'avait pas sa place dans un salon. Elle n'a pas signé. Il n'a plus jamais appelé. Ce silence-là, dit-elle, a fait mal, mais il a guéri. L'autre sorte, celle où tu signes pour que la pièce se taise, cette blessure-là ne se referme pas. Je sors la clé en laiton de la poche de mon gilet et la fais tourner dans ma paume. Marguerite la voit. Elle voit toujours ce que j'essaie de cacher. Elle hoche la tête en direction du coffre-fort dans le couloir. Richard t'a laissé plus que du papier, dit-elle. Il t'a laissé une façon de te tenir debout. Je regarde les rosiers par la fenêtre. Le treillis qu'il a construit avec des restes de cèdre tient toujours. J'entends les mots de l'avocat. Garantie, efficacité, aujourd'hui. J'entends les mots de Richard. Ne signe pas. Ma poitrine se serre, non pas de peur, mais de clarté. Étienne m'a appelé mère, dis-je, le mot mince sur ma langue, comme si le mot lui-même était une clé. Marguerite renifle, un son sec. Les gens adorent le mot famille quand ils ont besoin d'un raccourci vers votre vie. Les clés appartiennent aux propriétaires, pas aux visiteurs. Nous mangeons dans un rythme simple. Tranche, gorgée, respiration. Marguerite demande les faits comme une infirmière vérifie les signes vitaux. Qui a rédigé le document? Qui en profite? Qui tient le stylo quand le stylo tremble? Elle écoute sans interrompre. Quand je fais une pause, elle me donne une liste. Ça ressemble à une liste de courses, ce qui me calme. Voici ce que tu fais aujourd'hui, dit-elle. Tu appelles Jacques Dubois, l'homme en qui ton Richard avait confiance. Tu établis une règle et tu l'écris. Pas de document sans avocat. Projet de document à l'avance. Réunion programmée par ton avocat. Mets la règle sur une fiche près de ta porte. S'il te traite de difficile, appelle ça de la mesure. Je souris, un petit sourire reconnaissant. Marguerite a une façon de transformer la peur en verbe. Elle se lève et se dirige vers l'étagère avec le coffre-fort. Elle ne le touche pas. Elle le regarde seulement avec respect.
Comme si le coffre était une personne qui l'avait mérité. Les gens pensent que la force, c'est le volume, dit-elle. C'est de la paperasse et des limites, répétez calmement. Je pense à Lydia, son voile de mariée bougeant comme une rivière pâle, ses yeux évitant les miens quand le photographe arrangeait les mers. Je sens le goût du cake se transformer en sel dans ma bouche. Si je fais ça, je risque de la perdre, dis-je. C'est possible, répond Marguerite. Elle ne décore pas la vérité. Ou tu peux lui apprendre la seule leçon qui dure. L'amour sans limite devient du théâtre. Elle apprendra où se trouve réellement l'amour. Nous portons nos tasses sur le porche. La matinée est lumineuse. Les rues encore calmes. Les rosiers projettent des ombres en forme de dentelle. Marguerite s'appuie sur la rampe. Tu sais ce qui fait aussi une armure, dit-elle. Les autres femmes qui ont fait ça avant toi. Elle me parle du club des aînés qui se réunit le mardi. Des veuves et des grands-mères qui s'échangent des notes sur les alertes à la fraude et les mots de passe vocaux. Sur comment geler son crédit et le dégel. Sur comment demander un deuxième avis sans s'excuser. Je ris une fois. Le son me surprend. Une salle de classe pour les retraités, dis-je. Une salle de classe pour les sous-estimés, corrige-t-elle en souriant. Tu as appris aux enfants à se lever et à dire leur nom. Maintenant, tu vas apprendre à le faire à nouveau pour toi-même. Nous tombons dans un silence facile, celui qui soutient plutôt qu'il n'oppresse. Une brise vient de la mer. Odeur de sel. Un soupçon de crème solaire venant de la fenêtre ouverte de quelqu'un. Marguerite regarde mes mains. Elle ne tremble plus. Elle pose un papier plié sur la table, un numéro de téléphone écrit de sa belle écriture en lettres capitales. Appelle Jacques avant midi, dit-elle. Si ta voix tremble, appelle-moi d'abord. Je resterai dans la pièce pendant que tu composes le numéro. Je saisis sa main. Elle est chaude, sèche, stable. Merci, dis-je. Elle serre une fois. Un seau sans encre. S'ils reviennent, dit-elle, et que tu ne veux pas ouvrir la porte. Appelle-moi. Je viendrai avec mon café. 2 femmes sur un porche sont une porte plus solide que le chêne. Nous retournons dans la cuisine. J'essuie le comptoir, mets le cake dans une boîte en fer, fais glisser le dossier de nouveau à la lumière. Marguerite me regarde écrire sur une fiche d'une écriture claire et lente. Je ne signe aucun document présenté sans avocat. Toutes les réunions par l'intermédiaire de maître Jacques Dubois. Projet 48 heures à l'avance. Je colle la fiche à côté de la porte. Le ruban adhésif crépite, un petit son satisfaisant. Marguerite hoche la tête, le genre de hochement qui clôt un chapitre et ouvre un plan. Elle prend son manteau. Sur le seuil, elle se retourne. Armure en place, Hélène, dit-elle. Qu'il trouve une femme, pas une signature. Après son départ, je reste devant l'évier et laisse couler l'eau froide. Je touche la clé. Je touche la fiche. Je touche le coffre-fort. La maison semble avoir grandi d'1 centimètre. Je m'essuie les mains sur le torchon et saisis le téléphone. Jacques répondra à la 2e sonnerie. Il le fait toujours. À midi ce jour-là, après que Marguerite m'eut laissé avec ses paroles fermes et son papier plié de numéros de téléphone, j'appelai Jacques Dubois. Richard lui faisait confiance depuis des années. Il n'était pas tapac sans Graveleuil. Son bureau était une maison de ville en briques reconvertie près du palais de justice. Ses costumes étaient froissés en fin d'après-midi, mais il était stable, et c'est de stabilité dont j'avais besoin. Il répondit à la 2e sonnerie, sa voix basse et assurée. « Hélène, dit-il, j'attendais votre appel. » Je me figeai un instant. « Vous attendiez. » Richard m'a dit que vous auriez besoin de moi, répondit Jacques. Il m'a fait promettre que si votre nom apparaissait un jour sur ma messagerie vocale, je laisserais tout tomber et je viendrais. Fidèle à sa parole, il fut à ma porte 1 heure plus tard. Il portait une mallette en cuir éraflée sur les bords, épaisse de dossiers. Sa présence emplit la cuisine sans bruit. Il posa la mallette sur la table et me regarda par-dessus ses lunettes. « Montrez-moi ce qu'ils ont apporté. » Je fis glisser le dossier vers lui. Il feuilleta les pages, hochant la tête comme s'il avait déjà vu cette pièce jouée une 12aine de fois. « Mandat de protection future, murmura-t-il. Langage large, effet immédiat, aucune garantie. » Il referma le dossier d'un coup sec. Ils veulent un accès à tout, sans condition. Mon estomac se noua. Je serrai la clé en laiton dans ma poche, sentis sa morsure froide. Richard m'a dit de ne pas signer. Il a dit que je comprendrais un jour.
Jacques se pencha en avant. Ses yeux s'adoucirent, mais sa voix portait du poids. Il avait raison, Hélène. Ce que Richard vous a laissé n'est pas seulement de l'argent. Ce n'est pas seulement une propriété. C'est une forteresse. Il a construit ses villas comme il construisait ses maisons, couche par couche, renforcées contre la tempête. La fiducie qu'il a mise en place est plus qu'un simple formulaire juridique. C'est son mur de pierre autour de vous. Une forteresse, répétai-je, goûtant le mot. Oui. Ce n'est pas un trésor à piller. C'est une citadelle où se tenir. Il l'a conçue pour que personne, ni enfant, ni gendre, ni étranger en costume ne puisse la prendre sans votre consentement et sans l'accord de la loi. Mais les forteresses ont besoin d'entretien. C'est là que nous commençons. Il ouvrit sa mallette et en sortit des formulaires soigneusement agrafés. Nous allons réenregistrer les actes de propriété au service de la publicité foncière pour les rafraîchir à votre nom. Nous allons geler votre crédit auprès des 3 agences pour que personne ne puisse ouvrir de compte contre votre identité. Nous allons établir une directive de soins de santé nommant Marguerite comme votre personne de confiance avant Lydia, pour que personne ne puisse utiliser la maladie pour arguer de l'incapacité. Et nous allons mettre en place une règle permanente avec votre banque. Aucune transaction sans votre signature personnelle vérifiée en personne. J'écoutais comme s'il m'enseignait une nouvelle matière. Comme j'enseignais autrefois aux enfants à lire, des lettres formaient des mots. Des mots formaient un bouclier. Chaque mesure qu'il décrivait était une brique posée dans le mur de Richard. Est-ce que ce sera suffisant? Demandai-je. Jacques sourit. Une brève courbe. Suffisant et plus encore. Quand nous aurons fini, non seulement vous tiendrez la forteresse, mais vous connaîtrez chaque porte et chaque clé par cœur. Il plaça le premier formulaire devant moi. Ma main trembla légèrement en levant le stylo. Je pensais à la voix suave d'Étienne m'appelant mère. Je pensais aux yeux baissés de Lydia. Je pensais à la dernière poignée de main de Richard. J'appuyai le stylo. La ligne de mon nom ressemblait à un pont entre ce que j'avais été et ce que je devenais. Jacques apposa sur le formulaire un sceau de notaire qu'il portait. L'encre rouge s'imprégna dans le papier avec un son sec et final. Un bruit sourd. Ce son ne résonna pas comme une défaite. Il sonna comme un tambour, stable et protecteur. Nous passâmes en revue les documents un par un. Directive, acte de propriété, autorisation bancaire. Chaque signature était une respiration que j'avais retenue pendant des semaines. Chaque sceau, un autre bruit sourd en rythme, comme si Richard lui-même frappait de l'au-delà pour dire « Oui, c'est comme ça ». À un moment, je fis une pause, le stylo en suspens. Et si Lydia me déteste pour ça? Et si elle croit les paroles d'Étienne plutôt que les miennes? Jacques me regarda droit dans les yeux. Alors elle apprendra la vérité lentement. La paperasse n'est pas de l'émotion. C'est une limite. L'amour peut revenir, mais une forteresse une fois percée ne se reconstruit pas si facilement. Vous la protégez aussi, qu'elle le sache ou non. Les larmes me piquèrent les yeux, mais je ne les laissai pas couler. Je pressai mon nom sur la dernière page, ferme et inébranlable. Jacques apposa de nouveau son sceau. Bruit sourd. Quand nous eûmes terminé, la table était couverte de papiers signés, de petites piles formant une nouvelle architecture de sécurité. Jacques les rassembla avec soin, les glissant de nouveau dans sa mallette. Je déposerai tout ça dès demain matin, dit-il. D'ici la semaine prochaine, aucun étranger n'aura la moindre chance. J'expirai longuement et lourdement, comme si j'avais porté un poids pendant des décennies. Pour la première fois depuis les funérailles de Richard, je sentis non seulement son absence, mais sa présence tissée dans le papier, l'encre, le sceau. Jacques se leva, me serra la main et partit avec une promesse tranquille. Appelez-moi avant de leur ouvrir la porte à nouveau. Quand la porte se referma, je restai seul à la table de la cuisine. Le soleil de fin d'après-midi s'étirait sur le sol, attrapant la clé en laiton toujours dans ma poche. Je la sortis, la fis tourner dans ma paume, et pour la première fois, elle me parut moins comme un rappel de la perte et plus comme une pièce d'armure. Je touchai la clé sur le dossier, maintenant estampillé et signé. La maison autour de moi semblait plus haute, plus solide, comme si les murs de Richard s'étaient relevés. J'avais commencé cette journée de manière réactive, secouée, presque acculée. Maintenant, avec chaque bruit sourd du sceau résonnant encore à mes oreilles, je sentis le changement en moi. Je n'étais plus la femme au fond de la salle de mariage, cachée par des orchidées. J'étais la femme qui tenait la forteresse, et je savais que j'étais prête pour la tempête.
Ce n'était que 3 jours après que Jacques eut quitté ma cuisine avec les papiers signés que j'entendis le bruit d'une voiture s'engageant dans mon allée. Je jetai un coup d'œil par la fenêtre. Lydia sortit la première, lissant la jupe de sa robe, ses yeux se dirigeant vers les rosiers le long de mon porche comme s'ils pouvaient expliquer sa nervosité. Derrière elle venait Étienne, sa main reposant légèrement dans son dos, la guidant vers la porte avec la confiance de quelqu'un qui croyait que le sol lui appartenait. Je ne me suis pas précipitée pour les accueillir. Je les ai laissés sonner 2 fois, puis j'ai ouvert la porte lentement. L'air entre nous était lourd de politesse, cette sorte de politesse fragile qui se fissure sous son propre poids. « Mère, dit Étienne, souriant comme le fait un vendeur qui répète devant le miroir. Nous avons pensé passer pour prendre de vos nouvelles. Nous nous inquiétons, vous savez, avec vous seul dans cette maison. » Lydia a insisté pour que nous venions. Les yeux de Lydia vacillèrent à ces mots. Elle hocha la tête, mais le mouvement était petit, presque réticent. Je m'écartai. « Entrez, dis-je. » Ils s'installèrent à la table de la cuisine où Richard et moi avions passé des décennies à partager le thé. Je plaçai des tasses devant eux, bien que seule Lydia touchât la sienne. Étienne étendit ses mains sur le bois comme pour le réclamer. « Vous avez eu tellement de responsabilités sur vos épaules, commença-t-il. Les villas, l'entretien, les impôts. Lydia et moi voulons simplement alléger votre fardeau. Nous voulons prendre soin de vous. » Lydia tendit la main sur la table, effleurant mes doigts. « C'est vrai, maman. Nous restons parfois éveillés en pensant à vous ici. Et si quelque chose arrivait et que personne n'était là? Vous ne devriez pas avoir apporté tout ça toute seule. » Leurs voix se superposaient comme des vagues, des mots constants et insistants habillés des vêtements de l'inquiétude. Mais en dessous, j'entendais le calcul. La cadence d'Étienne était trop suave. Les phrases de Lydia trop polies, comme si elles avaient été répétées dans la voiture en venant. Je ne répondis pas immédiatement. Au lieu de cela, je remuai mon thé, la cuillère cliquant contre la porcelaine à un rythme régulier. Le silence s'étira, non pas gênant, mais délibéré, comme la pause entre 2 mouvements d'une symphonie. À l'intérieur, je pensais, je les entends comme on entend le vent contre une fenêtre. Persistant, insistant, mais ne touchant jamais le cœur de la maison. Leurs mots cliquetaient, mais ils n'entraient pas. Étienne se pencha plus près. « Imaginez, mère, comme la vie pourrait être plus simple si nous nous occupions des détails. Vous pourriez voyager, rejoindre des clubs, passer du temps avec des amis, nous laisser le côté affaires. » Je croisai alors son regard, calme et sans ciller. Mon silence le déstabilisa. Il s'agita sur sa chaise, s'éclaircit la gorge et essaya de nouveau. « Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de famille. Nous ne voulons pas que vous soyez accablés. » Famille. Il prononça le mot comme si c'était une clé qui ouvrirait n'importe quelle porte. Je gardai les lèvres closes, mon regard fixe. Lydia serra doucement ma main, ses yeux s'adoucissant. « S'il te plaît, maman. Nous ne voulons que ce qu'il y a de mieux pour toi. » Pourtant, je restai silencieuse. Je laissai le poids de mon silence remplir la pièce jusqu'à ce qu'Étienne se penche finalement en arrière, la frustration vacillant derrière son sourire. Lydia retira sa main, la pliant sur ses genoux. Je levai ma tasse et sirotai lentement, laissant la chaleur se répandre en moi. Puis je la reposai et ne dis qu'une seule phrase, ma voix égale. « J'y réfléchirai. » Pas une promesse, pas une concession, seulement des mots pour mettre fin à la performance. Ils échangèrent des regards. Celui de Lydia plein d'espoir. Celui d'Étienne assombri par l'impatience. Il se leva le premier, entraînant Lydia avec lui. « Nous reviendrons bientôt, dit-il. » Son ton suggérait l'inévitabilité, comme si mes murs s'effondraient déjà. Quand la porte se referma derrière eux, je restai dans le silence, les épaules détendues, mon souffle libéré. Je marchai jusqu'au coffre-fort dans le couloir, passai mes doigts sur le métal froid. La clé dans ma poche pressait contre ma cuisse. Rassurante, solide. Je chuchotai dans l'air vide, peut-être à Richard, peut-être à moi-même. Il parle de soins, mais c'est le contrôle qu'ils désirent. Il parle de famille, mais c'est la possession qu'ils veulent dire. Les rosiers à l'extérieur se balançaient dans la brise. Leurs tiges intactes. Je pensais aux mots de Marguerite. Le silence comme armure. J'avais porté cette armure aujourd'hui, non pas avec colère, non pas avec des cris, mais avec immobilité. Et bien qu'il soit parti sans victoire, je savais que ce n'était pas la fin. Les marées familiales tirent plus fort que celles des étrangers.
Le courant de fond avait commencé. C'était un mardi après-midi quand je me suis rendue à l'épicerie de la rue du Marché. La liste dans ma poche était ordinaire. Pain, lait, sachets de thé, des roses s'ils en avaient des fraîches. Le genre de liste qui rend la vie stable. Je me suis garée vers le fond, où l'ombre d'un chêne s'étendait sur l'asphalte. L'air sentait le sel et les gaz d'échappement, le mélange du vent côtier et de la circulation urbaine. Je venais de verrouiller ma voiture quand j'entendis une voix familière. Étienne. Sa voix était plus basse que d'habitude, tranchante sur les bords, empreinte d'urgence plutôt que de poli. Je me figeai. Il se tenait 3 rangées plus loin, le téléphone collé à l'oreille. Il me tournait le dos, les épaules tendues. Je me suis cachée derrière une rangée de chariots laissés de travers dans leur abri. La clé en laiton dans mon gilet pressant contre mes côtes comme si elle écoutait aussi. Oui, maman, je sais, disait Étienne, ses mots coupant l'air comme des pierres ricochant sur l'eau. J'ai déjà essayé la banque. Ils ne nous accorderont plus rien. Pas avec les chiffres qu'on a. Il y eut une pause pendant que Patricia, sa mère, parlait à l'autre bout du fil. Je ne pouvais pas entendre ces mots, mais la réponse d'Étienne était assez claire. Je te le dis, si Hélène signe le mandat de protection, nous aurons accès. Nous pourrons refinancer les villas, en vendre 2 ou 3 rapidement. Ça effacera la dette, maintiendra l'entreprise à flot. Sans ça, nous sommes foutus. C'est fini. Le monde sembla basculer sous mes pieds. Le pain et le lait disparurent de mon esprit. Tout ce qui restait était le son de son désespoir. Le calcul caché sous sa fausse inquiétude. Il se tourna légèrement, faisant les 100 pas. Oui, je sais que c'est risqué, mais nous n'avons pas le choix. Les créanciers nous tournent autour. Si Hélène ne signe pas, Patricia, nous perdons tout. Tu m'entends? Tout. Sa voix se brisa sur le dernier mot. Brute et sans artifice. Rien à voir avec le charme calme qu'il avait étalé sur la table de ma cuisine. C'était le son d'un homme acculé, pas d'un fils inquiet pour la mère de sa femme. Je reculai dans l'ombre du chêne. Ma respiration était courte, mais je ne fis aucun bruit. J'aurais pu le confronter là, le laisser me voir et sentir le poids de ses propres mots lui être renvoyés. Au lieu de cela, j'ai choisi le silence. Le silence n'est pas l'absence. Le silence est un choix. Je pensais à l'avertissement de Richard. Ne signe pas. Je pensais à la voix de Marguerite. Que le silence soit une armure. Je suis restée là, dans cette parcelle d'ombre, invisible, pendant qu'Étienne déversait la vérité qu'il n'avait jamais voulu que j'entende. Je la ferai signer, dit-il après une pause. Ne t'inquiète pas, maman. Elle est vieille. Elle est faible. Elle entendra raison. Elle a juste besoin de plus de pression. Lydia aidera. À nous deux, elle ne résistera pas longtemps. Vieille. Faible. Des mots destinés à me diminuer. Des mots prononcés comme une stratégie, pas en famille. Ma main se resserra sur la poignée du chariot jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Je pouvais sentir le tremblement de la colère monter, mais je ne bougeais pas vers lui. Je restais dans l'ombre, invisible. Le silence était à moi, et il était plus fort que la confrontation. Une mouette cria au-dessus de ma tête, atterrissant près d'un sac de chips tombé. Étienne jura à voix basse, se retourna vers sa voiture et partit, parlant toujours au téléphone. J'attendis que le son de son moteur disparaisse avant de sortir. Le parking était redevenu ordinaire. Des chariots cliquetaient. Des enfants riaient près de l'entrée. Une femme chargeait des oranges dans son coffre. Mais pour moi, tout avait changé. J'entrai dans le magasin, pris du pain et du lait comme une femme qui n'avait pas juste entendu une trahison. Mais à l'intérieur, je portais quelque chose de plus lourd que des courses. Je portais la connaissance que la gentillesse d'Étienne était un costume. Son mariage avec Lydia, un masque couvrant le désespoir. Je portais la preuve que cela ne me concernait pas, ni même Lydia. Il s'agissait de dettes, d'échecs, de survie, et ils voulaient m'utiliser comme leur bouée de sauvetage. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai posé les courses sur le comptoir. J'ai fait du thé, versant l'eau lentement pour que la vapeur s'enroule dans l'air. J'ai mis 2 tasses comme toujours. J'ai chuchoté vers celle qui était vide. Richard, tu avais raison. Il ne s'agissait jamais d'amour. Il s'agissait de désespoir déguisé en devoir. J'ai soulevé la clé en laiton de ma poche et l'ai posée à côté de la tasse de thé. Son poids sur la table était stable, immuable. Je pensais aux mots d'Étienne, vieille, faible, et sentis le contraire monter en moi. Je n'étais pas diminuée. J'étais définie.
Je n'avais pas besoin de le confronter dans ce parking. La vérité s'était révélée d'elle-même et elle m'appartenait seule. C'était suffisant. Le silence, une fois de plus, était devenu mon armure. Et cette fois, il semblait incassable. Il était tard dans l'après-midi quand j'entendis une voiture s'arrêter. Le moteur plus silencieux que le camion d'Étienne. Je jetai un coup d'œil à travers le rideau et vis Lydia sortir seule. Elle remonta lentement l'allée, ses talons cliquant contre la pierre comme des coups hésitants avant même que sa main n'atteigne la porte. Quand j'ouvris, je vis ses yeux déjà rouges, son visage pâle. Elle serrait son sac à main contre sa poitrine comme s'il pouvait la protéger. « Maman, murmura-t-elle, sa voix se brisant. S'il te plaît, on peut parler. » Je m'écartai, la laissant entrer. La maison sentait le thé et les roses du jardin. Elle s'assit à la table où tant de choses s'étaient déjà déroulées. Je posai une tasse devant elle, mais elle n'y toucha pas. Elle agrippa le bord de la table à la place, les jointures blanches. Puis les mots éclatèrent, bruts et vifs. « Pourquoi ne me fais-tu pas confiance? Pourquoi ne crois-tu pas que je veux t'aider? Tu m'as toujours fait confiance avant. Pourquoi pas maintenant ?» Ses larmes coulèrent rapidement, striant ses joues. Je la regardais, ma fille, l'enfant que j'avais autrefois tenu contre ma poitrine quand les fièvres secouaient son petit corps. La petite fille que j'avais accompagnée à l'école le premier jour. L'adolescente que j'avais attendue quand elle rentrait tard. Chaque souvenir me pressait, m'incitant à la prendre dans mes bras, à l'apaiser comme je le faisais autrefois. Ma main se leva, instinctivement, mais à mi-chemin de la table, elle faiblit. Au lieu de tendre la main vers la sienne, je la posai doucement sur ma tasse de thé. La porcelaine était chaude sous ma paume. Mon silence s'étira dans l'espace entre nous. La voix de Lydia s'éleva, aiguë de chagrin. « Étienne dit que tu penses que nous essayons de tout prendre. Comment peux-tu croire ça? C'est mon mari. Il veut s'assurer que tu es en sécurité. Et moi? Je suis ta fille. Pourquoi ne peux-tu pas voir ça? » Ces mots perçaient, mais je tins bon. À l'intérieur, je pensais, je t'entends, mais j'entends aussi le vent. Rapide, insistant, ne touchant jamais le cœur de la maison. Finalement, je parlais. Ma voix était basse, délibérée. Lydia, je te fais confiance. Je te fais assez confiance pour avoir gardé le silence sur ce que ton père m'a laissé. Je t'ai fait confiance avec ma fierté quand je me suis assise à cette table de mariage, cachée derrière des fleurs. Je t'ai fait confiance quand j'ai cru que tu me verrais toujours comme faisant partie de ta vie. Mais la confiance n'est pas la même chose que de signer. Elle tressaillit. Alors, tu ne m'aimes plus. Je me penchai en avant, ma main reposant toujours sur la tasse de thé. Les limites ne sont pas l'absence d'amour. Elles sont la façon dont l'amour survit sans être tordu. Si je signe, je perds plus qu'une propriété. Je perds la chance d'être encore ta mère, pas ton fardeau, pas ta banque. En disant non, je t'aime de la seule manière que je peux encore. Sa lèvre trembla. Elle secoua la tête. Étienne dit. Je la coupai, mon ton plus ferme. Étienne dit beaucoup de choses. Je l'ai entendu avec sa mère. Il ne parlait pas de soins mais de dettes. D'entreprises prêtes à s'effondrer, d'utiliser ma signature comme leur corde de sauvetage. Si tu l'avais entendu, tu saurais la vérité. Je sais. Son inquiétude n'est pas pour moi. C'est pour lui-même. Son souffle se coupa. Elle baissa les yeux, ses doigts tordant la lanière de son sac. Tu nous as espionnés. J'ai écouté, dis-je. Parce que le silence est parfois la seule façon d'entendre la vérité. La pièce devint silencieuse. Une horloge faisait tic-tac. La bouilloire sifflait faiblement depuis la cuisinière. Ma fille était assise devant moi, déchirée entre la loyauté envers son mari et l'écho de son éducation. Finalement, elle murmura, « Tu ne me pardonnes pas, n'est-ce pas ?» Ma gorge se serra. « Lydia, le pardon n'est pas la question. Le pardon est pour les erreurs du cœur. Il s'agit ici de survie, de la forteresse que ton père a construite pour nous protéger. Je ne peux pas échanger ça, même pas pour toi. Un jour, je prie pour que tu vois que je ne suis pas ton ennemi. Je suis la mère qui garde encore un toit sur ton nom, même si tu ne peux pas l'accepter pour l'instant. » Elle se couvrit le visage de ses mains, ses épaules secouées. Un instant, j'ai failli me lever. J'ai failli faire le tour de la table pour la prendre dans mes bras, mais je suis restée où j'étais. Mon amour devait prendre une forme différente maintenant. Une forme avec des murs.
La vérité thématique s'installa lourdement dans la pièce. La confiance n'est pas la même chose que de signer. Les limites sont la preuve que l'amour demeure. Lydia leva la tête, les yeux gonflés. Elle me regarda comme si j'étais une étrangère. Et pourtant, quelque chose de familier en même temps. Je ne sais pas quoi ressentir, dit-elle. Tu n'as pas à le savoir aujourd'hui, répondis-je. Mais souviens-toi de ceci. Mon silence n'est pas un rejet. C'est une protection. Elle se leva, chancelante. Sa main plana au-dessus de la table comme si elle pouvait toucher la mienne. À la dernière seconde, elle se retira, agrippant de nouveau son sac. Elle se dirigea vers la porte sans un autre mot. Je la suivis seulement jusqu'au couloir. La porte se referma d'un clic. Sa voiture démarra, recula, disparut dans la rue. Je retournai à la cuisine, touchai la tasse, toujours chaude sous ma paume. Je chuchotai à Richard, au rosier dehors, peut-être à moi-même. J'ai choisi la ligne aujourd'hui. La ligne qui dit « L'amour et la perte peuvent exister dans le même souffle ». La maison était de nouveau silencieuse, mais en moi le conflit grondait. L'instinct d'une mère d'embrasser, le devoir d'une femme de garder. Je ne savais pas encore ce que cela coûterait. Cette nuit-là, après que Lydia fut partie avec ses yeux gonflés et ses mots inachevés, la maison semblait plus lourde que d'habitude. Les rosiers à l'extérieur frôlaient la fenêtre dans le vent, mais à l'intérieur, tout était immobile. J'ai fait du thé et j'ai posé 2 tasses, bien que j'ai à peine touché la mienne. Ma main a plané au-dessus de la clé en laiton dans la poche de mon gilet, puis s'est éloignée. Même cet ancrage semblait trop lourd à tenir. Je me suis dirigée vers le petit bureau dans le coin du salon, celui où Richard dessinait des plans quand la table de la salle à manger devenait trop encombrée. La lampe projetait un cercle de lumière jaune sur la surface en bois. Dans le tiroir, je gardais une pile de papier à lettres, de couleur crème avec de fines lignes bleues. J'ai sorti une feuille, j'ai décapuchonné un stylo et j'ai laissé l'encre couler. Richard, ai-je commencé, les mots se formant lentement. Ce soir, je me sens à la fois forte et brisée. J'ai tenu bon comme tu me l'as dit. Je n'ai pas signé, mais le coup de maintenir ta forteresse intacte et de voir notre fille s'éloigner de plus en plus de moi. Le stylo grattait, stable mais lourd. J'ai écrit sur le regard dans les yeux de Lydia, la façon dont sa main a plané mais n'a pas touché la mienne. J'ai écrit sur la voix d'Étienne dans le parking, aiguë de désespoir. J'ai écrit sur mon silence à table, comment il a traversé son charme, comment il m'a fait me sentir à la fois puissante et douloureusement seule. Sais-tu ce qui fait mal, Richard? Ai-je écrit. Pas leur cupidité. Pas le papier qu'ils poussent sur la table. Ce qui fait mal, c'est de voir notre enfant, la fille que nous avons élevée avec des histoires pour s'endormir et des crêpes le dimanche, me regarder comme si j'étais l'ennemi. Je n'aurais jamais imaginé que lui dire non pourrait ressembler à une trahison, même quand je sais que c'est la seule façon de la protéger. J'ai fait une pause. Le stylo était en équilibre au-dessus de la page et j'ai laissé les larmes couler silencieusement. Elles ont laissé de petites taches sombres sur le papier, des cercles s'étalant jusqu'à ce que les mots deviennent flous. J'ai continué à écrire quand même. Tu as construit des villas qui pouvaient résister au vent et au sel. Tu les as construites solides parce que tu savais que les tempêtes viendraient. Mais comment construire des murs qui peuvent survivre à une tempête au sein de ma propre famille? Comment continuer à l'aimer sans renoncer à ce pour quoi tu as travaillé? Ce soir, j'ai peur de la perdre. Et pourtant, si je cède, je me perdrai moi-même. La bouilloire siffla faiblement dans la cuisine, mais je ne bougeais pas. J'ai appuyé plus fort la plume sur le papier. Richard, je t'ai promis que je ne signerai pas, mais parfois je me demande si je suis assez forte pour supporter la solitude qui accompagne le respect de cette promesse. Tu étais mon partenaire, ma boussole. Maintenant, je suis assise ici seule, écrivant sur du papier comme s'il pouvait me répondre. Je me suis arrêtée, j'ai regardé l'encre, puis j'ai ajouté une dernière ligne. Si le silence est une armure, pourquoi est-il si lourd sur mes épaules? L'horloge murale a sonné les heures tardives. Mon thé avait refroidi, intact. La 2e tasse était en face de moi. La vapeur avait disparu depuis longtemps. J'ai plié la lettre soigneusement, pressant les plis avec mes doigts. Mon instinct était de la placer dans une enveloppe, de l'adresser comme si le courrier pouvait encore porter des mots aux morts. Mais je savais que non. Ce n'était pas destiné à voyager vers l'extérieur. C'était destiné à se refléter à l'intérieur. J'ai rouvert le tiroir et j'ai glissé la lettre pliée à l'intérieur. Elle a atterri sur une pile croissante. Des lettres écrites dans les mois qui ont suivi le décès de Richard.
Aucune d'entre elles n'a jamais été envoyée. Chacune portait un morceau de mon cœur, mes doutes, mes confessions à demi dites. Ensemble, elles formaient un journal de deuil et de résilience, non envoyé mais pas gaspillé. J'ai fermé le tiroir doucement, le son doux comme un soupir. Puis je me suis rassise, regardant le bureau où Richard dessinait autrefois des lignes sur du papier pour créer des murs et des fenêtres, des pièces et des toits. J'ai réalisé que j'avais fait la même chose. Mes mots étaient mes plans, mon silence, mes murs. La nuit s'est approfondie. Je me suis levée, j'ai porté mon thé froid à l'évier et j'ai rincé la tasse. La clé en laiton a cliqueté contre le comptoir alors que je la posais à côté de moi. Je me suis séché les mains, puis j'ai repris la clé, la glissant de nouveau dans ma poche. Son poids m'a ancré, non pas comme un fardeau, mais comme un rappel. Avant d'aller au lit, j'ai touché le tiroir où reposait la lettre. « Bonne nuit, Richard » ai-je chuchoté. La forteresse tient toujours, mais parfois le bâtisseur a besoin de repos. J'ai éteint la lampe, laissant la maison dans l'obscurité, à l'exception du clair de lune tombant sur les rosiers à l'extérieur. Le silence de la nuit m'a enveloppé. Cette fois, cependant, il ne ressemblait pas à des chaînes. Il ressemblait à un bouclier que j'apprenais à porter. Dimanche, après la messe, la salle paroissiale sentait le café et le sucre glace. Des tables pliantes portaient des nappes en plastique imprimées de citron délavé. Des enfants se poursuivaient entre les chaises tandis que le chef de chœur empilait les cantiques en une tour bien nette. Marguerite passa son bras sous le mien et me dirigea vers une table ronde près du tableau d'affichage. « Assieds-toi, dit-elle. Écoute. » 3 femmes firent de la place sans cérémonie. Élise portait un foulard bleu et un sourire qui ne se courbait que lorsque c'était nécessaire. Béatrice avait des chaussures solides et un petit diamant qui scintillait quand elle levait son gobelet en carton. Agathe gardait un carnet à pages lignées et un stylo qui cliquait comme un métronome. Marguerite les présenta avec l'efficacité nette de quelqu'un qui met la table. Élise a élevé 3 garçons et une hypothèque. Béatrice a enterré 2 maris et un mauvais investissement. Agathe a empêché la moitié de la paroisse de signer ce qu'il ne fallait pas. Je croisais les mains autour d'un gobelet en polystyrène. La vapeur s'élevait. Le café était trop fort et exactement comme il fallait. Élise commença, sa voix basse et égale. « Après la mort de mon Harold, dit-elle, mon aîné est venu avec un classeur, des onglets et des surlignages. Ça avait l'air bienveillant. Il a dit qu'il voulait prendre le relais. Il voulait consolider les comptes, rationaliser, moderniser. Il a utilisé tous les verbes qui font qu'une mère se sent petite. J'ai dit non. Il n'est pas venu me voir pendant 6 mois. Il vient maintenant. Il apporte de la tarte. Il a appris que non ne voulait pas dire que j'avais cessé de l'aimer. » Béatrice hocha la tête, tournant son gobelet pour que la couture fasse face au mur. Ma nièce s'est présentée avec un notaire et un bouquet. Elle voulait que je signe un transfert de propriété pour qu'elle puisse prégérer la maison. J'ai posé le stylo et j'ai fait un gâteau à la place. Elle m'a traité de froide. J'ai appelé ça de la clarté. Nous nous parlons à nouveau. Nous ne signons plus à nouveau. Agathe cliqua 2 fois sur son stylo, puis ouvrit son carnet. Je tiens des listes, dit-elle, comme si elle avouait un vice inoffensif. Quand les gens sont en deuil, le papier devient du vent. Il souffle où il veut. Les listes lui donnent du poids. Geler le crédit auprès des 3 agences. Ajouter un mot de passe vocal à la banque. Mettre une carte sur la porte qui dit « Aucun document accepté sans avocat. Projet 48 heures à l'avance. » Tenir un journal d'appel. Date, heure, mots exacts. Les journaux gagnent quand les souvenirs deviennent brillants. Marguerite me serra le bras une fois, un cœur silencieux sous celui qui était parlé. Je sentis la clé en laiton dans la poche de mon gilet et le fantôme du sceau rouge du notaire à l'intérieur de ma poitrine. Je leur ai parlé du parking, de la voix d'Étienne dépouillée de son poli, du mot vieille dit comme une stratégie. Leurs visages ne changèrent pas. Seule leur attention se pencha en avant. Élise parla la première. « Le désespoir porte de belles chaussures, dit-elle. Il frappe comme la famille et dit s'il vous plaît. Il se tient très près et sans l'eau de Cologne. » Béatrice souffla sur son café. « Les gens appellent ça le devoir quand ils veulent votre signature. J'ai appris à entendre la différence entre l'inquiétude et l'appétit. » Agathe tapota son stylo contre le carnet. « 2 coups doux. Que as-tu dit à ta fille ? Demanda-t-elle. Je lui ai dit que la confiance n'est pas la même chose que de signer. J'ai dit que les limites sont la façon dont l'amour survit.
Le diamant de Béatrice brilla de nouveau alors qu'elle hochait la tête. Cette phrase doit vivre sur un réfrigérateur. Élise se pencha. Son foulard frôla la table. Dire non, ce n'est pas combattre ton enfant, dit-elle. Dire non, c'est comme ça que tu restes sa mère. Les enfants ne peuvent pas s'appuyer sur de l'air. La pièce se remplit des petits bruits du dimanche, des cuillères touchant les assiettes, du banc du piano raclant le sol, d'un bébé octant puis soupirant. Je regardais ces femmes et sentis mes épaules s'abaisser d'un centimètre. La solitude qui s'était drapée sur moi depuis le mariage se déplaça. Pas partie, mais partagée. Marguerite cassa un sablé en deux et posa le plus gros morceau sur ma serviette. Nous ne sommes pas là pour te rendre plus courageuse, dit-elle. Tu le es déjà. Nous sommes là pour que le vent ait plus de corps contre lesquels pousser. Agathe fit glisser une photocopie de son carnet. C'était une seule page imprimée dans une police simple. En haut, un titre, Confort pratique. En dessous, des lignes qui ne voudraient rien dire à quiconque n'ayant jamais affronté ce genre de tempête. Geler le crédit, Banque de France, confirmé par courrier. Note à la banque, en personne uniquement. Vérification par 2 employés, mot de passe vocal. Personne de confiance pour les soins de santé. Principal, celle en qui vous avez confiance pour dire non quand vous ne le pouvez pas. Secondaire en renfort. Carte sur la porte. Pas de document sans avocat. Projet 48 heures à l'avance. Journal d'appel. Date. Heure. Mots exacts. Pas de résumé. Règle du seuil. Vous ne décidez pas à la porte. Vous décidez à table après le thé. Je traçai la dernière ligne avec mon doigt. Règle du seuil. C'était comme quelque chose que Richard aurait dit en mesurant une poutre. Simple. Solide. Béatrice pencha la tête. Vous êtes une enseignante, dit-elle. Apprenez à votre fille à quoi ressemble une limite en plein jour. Invitez-la à vous regarder payer une facture, à voir le registre, à tenir une clé à molette pendant que vous serrez quelque chose. Laissez-la voir que vous ne refusez pas de l'aide. Vous refusez de vous rendre. Les mots s'installèrent là où le deuil avait gardé sa chaise. Un poids différent prit sa place, plus stable, habitable. Je respirai lentement et profondément. Élise termina son café et se leva en lissant son foulard. Je dis ceci à mes garçons, dit-elle. Dire non n'est pas contre vous. C'est comme ça que je me préserve. Quand je me préserve, la porte reste ouverte pour un meilleur oui plus tard. Marguerite rit, un rire court et vif. Voilà, dit-elle. Mets ça de l'autre côté du réfrigérateur. Nous nous attardâmes comme le font les femmes quand la conversation a fait son travail, mais que personne ne veut briser le cercle. Finalement, Agathe ferma son carnet et me tendit une petite pile de fiches vierges. Pour ta porte, ton journal, ta poche, dit-elle. Écris proprement. Scotche les coins. Regarde comme les gens parlent différemment quand ils voient une règle. En sortant, la cloche sonna midi. Le soleil s'étirait sur les marches de l'église. L'air sentait faiblement les lys laissés d'un enterrement plus tôt dans la semaine. Marguerite prit ma main et la serra. Élise agita son foulard. Béatrice désigna la poche de mon gilet où la clé formait un petit carré. Agathe tapota son carnet contre sa hanche comme un tambour. Au bas des marches, je m'arrêtai. Le seuil, encore. Je regardais en arrière dans la salle où la table tenait encore des miettes et des gobelets en carton et l'empreinte de nos coudes. Le cœur de la sagesse n'avait pas été bruyant. Il avait été précis. Et dans cette précision, j'ai trouvé une sorte de paix que je n'avais pas ressentie depuis que Richard avait pressé la clé du coffre-fort dans ma paume. En traversant le parking, je sentis le poids de la clé et la légèreté de la compagnie. Les 2 vérités pouvaient vivre dans un même corps. Je dis la phrase à voix haute. D'abord à moi-même, puis à Marguerite. Dire non n'est pas contre eux. C'est comme ça que je me préserve. Bien, dit-elle. Maintenant, rentre chez toi et colle ça sur ta porte. Le SMS est arrivé un mercredi soir, juste au moment où je taillais les rosiers près du porche. Le téléphone a vibré dans ma poche. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier et j'ai lu l'écran. C'était d'Étienne. Vendredi, nous amènerons un notaire. Juste des formalités. Ça ne devrait pas prendre plus de quelques minutes. Pendant un long moment, je suis restée là, dans la lumière déclinante, l'odeur des roses épaisses autour de moi, la clé en laiton pressant contre ma hanche à travers le tissu. Formalité. Ce mot a résonné dans ma tête comme une cloche sourde. La voix de Richard est revenue en mémoire.
Ne signe pas. Et l'avertissement de Marguerite a résonné. Ne laisse pas le silence devenir des chaînes. Fais-en une armure. Je suis entrée dans la cuisine, j'ai posé le téléphone sur le comptoir et j'ai préparé une théière. La vapeur s'est enroulée vers le haut, lente et calme. J'ai sorti 2 tasses comme je le fais toujours. Puis j'ai tapé ma réponse. Délibéré. Chaque mot une pierre posée dans un mur. Veuillez contacter Maître Jacques Dubois. Toutes les réunions et tous les documents doivent passer par lui. J'ai appuyé sur Envoyer. Pas d'explication, pas d'excuse. Un point final à la fin. Mes mains n'ont pas tremblé. Les 2 jours suivants furent calmes, mais pas vides. Un courant passait sous le silence, tendu et dans l'attente, comme l'air avant un orage. Le vendredi après-midi, la tempête est arrivée. À 15 heures précises, des pneus ont crissé sur mon allée de gravier. J'ai regardé à travers le rideau de dentelle Étienne sortir, téléphone à la main, le visage crispé. Il n'a pas amené de notaire. Il a amené sa colère. Le coup a fait vibrer la porte assez fort pour secouer le cadre. J'ai descendu le couloir lentement, chaque pas mesuré. Je me suis arrêtée de mon côté du seuil, ma main reposant légèrement sur la poignée de la porte, mais sans la tourner. Mère. Sa voix était tranchante, dépouillée de son charme. Pourquoi rendez-vous les choses difficiles? Nous essayons juste de vous protéger. La clé en laiton dans ma poche est devenue plus chaude à chaque coup de son poing contre le bois. Je suis restée silencieuse. Le silence, me suis-je rappelé, n'est pas une faiblesse. Le silence est un choix. Les coups sont devenus plus forts. Ouvrez la porte. C'est ridicule. Savez-vous combien de problèmes vous causez? Lydia est bouleversée. L'entreprise est sur le fil du rasoir et vous jouez les têtus. Voulez-vous notre ruine? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Mon cœur battait la chamade, mais je n'ai pas bougé. J'ai laissé ces mots s'écraser contre la porte comme le vent s'écrase contre les volets. Bruit, pression, force. Mais la maison tenait toujours. À l'intérieur de moi, un dialogue intérieur s'est élevé. Si j'ouvre cette porte, même d'une fente, je le laisse rejouer son scénario. Si je reste ici, derrière la ligne que Richard a construite, la forteresse tient. J'ai finalement parlé, ma voix claire, passant à travers la porte, mais non élevée. Étienne, comme je l'ai dit dans mon message, veuillez contacter Jacques Dubois. Tous les documents, toutes les réunions, passent par lui, pas par moi. Un silence a suivi pendant un souffle, rompu seulement par son expiration saccadée. Puis les coups ont repris, plus forts, furieux. Vous croyez qu'un avocat va vous sauver? Vous êtes vieille, Hélène. Vous ne comprenez pas comment le monde fonctionne. Sans nous, vous vous noierez dans la paperasse. Voulez-vous finir seule, ruinée, confuse? J'ai appuyé légèrement mon dos contre la porte, me stabilisant. Je ne suis pas confuse, ai-je dit calmement, chaque mot détaché. Cette conversation est terminée. La poignée a été secouée 1 fois, 2 fois, comme s'il pouvait essayer de la forcer. Mon pouls a bondi, mais la serrure a tenu, et moi aussi. Finalement, ses pas se sont retirés sur le porche. Une portière de voiture a claqué. Le moteur a rugi et s'est estompé dans la rue. Je suis restée là pendant un long moment, la main sur la poignée, le front appuyé contre le bois. J'ai senti la ligne entre nous, le seuil littéral de la porte, plus puissamment que n'importe quelle salle d'audience ou contrat ne pourrait le déclarer. D'un côté, le désespoir me griffait. De l'autre, le silence me gardait entière. J'ai chuchoté dans l'immobilité, à moitié à Richard, à moitié à moi-même. La ligne est tracée, et j'ai choisi de ne pas la franchir. Quand j'ai finalement reculé, la pièce semblait inchangée. Le tapis à sa place, la table avec 2 tasses qui attendaient, les rosiers se balançant à l'extérieur de la fenêtre. Mais à l'intérieur de moi, tout avait changé. J'étais restée derrière la ligne et je n'avais pas bougé. Je suis allée dans la cuisine, j'ai versé le thé qui avait refroidi et j'ai pris une gorgée. Il était amer maintenant, mais fort. J'ai porté la 2e tasse à la fenêtre et je l'ai posée doucement, la vapeur déjà partie, mais le rituel intact. À ce moment-là, j'ai compris le motif de la porte, du seuil. Chaque fois que je choisissais de ne pas sortir, chaque fois que je restais ferme de mon côté, je ne refusais pas seulement l'entrée. J'affirmais ma présence, ma maison, ma voix, ma dignité. Plus tard dans la nuit, un SMS a de nouveau vibré. Seulement 3 mots d'Étienne. Nous reviendrons. J'ai posé le téléphone face contre le comptoir,
La clé en laiton pressée dans ma paume alors que je la glissais dans ma poche. La forteresse tenait, et moi aussi. Cette nuit-là, le sommeil ne vint pas facilement. J'étais allongé dans mon lit, écoutant le vent de l'océan secouer les volets, un son régulier et bas. La maison craquait comme le font les vieilles maisons, mais je connaissais assez bien le bruit pour en être réconforté. Pourtant, mon esprit ne voulait pas se reposer. Des images d'il y a des années surgissaient comme des lanternes dans l'obscurité, non invitées, mais bienvenues. Je revis Richard, comme si le temps s'était replié sur lui-même. Il était sur le chantier, les manches retroussées, sa chemise en flanelle collée à son dos. Des carreaux rouges et blancs délavés par des années de sel et de soleil. L'air sentait la sueur de bois mêlée aux embruns marins. Le parfum particulier du travail de sa vie. Les mouettes tournaient au-dessus de nos têtes. Le fracas des vagues ponctuait le rythme des marteaux. Il se tourna vers moi une fois, le front humide, son sourire large et fatigué. « Hélène » cria-t-il, sa voix traversant le bruit du métal. « Sens ce sel et cette sueur. C'est l'odeur de la permanence. » Il passa la main le long de la poutre d'une villa à moitié finie comme s'il saluait un vieil ami. Si un mur peut résister à l'océan, il peut résister à tout. Je le regardais en souvenir et dans mon cœur, je chuchotais en retour. Et les tempêtes qui se lèvent au sein d'une famille. La question persista longtemps après que le flash de mémoire se fut estompé. Je m'assis, attrapai le gilet drapé sur la chaise et le passai sur mes épaules. La clé en laiton dans la poche frappa légèrement mon flanc. Je descendis à la cuisine, la maison sombre à l'exception de la lueur de la lune à travers les rideaux de dentelle. J'allumai une petite lampe et m'assis à la table. 2 tasses attendaient par habitude. Je versai de l'eau chaude sur les feuilles de thé, la vapeur s'enroulant vers le haut comme les fantômes de toutes les conversations jamais tenues à cette table. J'enveloppai mes mains autour de la tasse, insufflant de la chaleur dans ma poitrine. Puis je parlai, non pas à Richard cette fois, mais à moi-même. Si je signe, dis-je à voix haute. Je garderai peut-être ma fille près de moi. Elle sourira peut-être à nouveau. Elle me qualifiera peut-être de douce, généreuse, indulgente, mais je me serai perdue. J'aurais démantelé la forteresse qu'il a construite de ses propres mains. Je serai une invitée dans ma propre vie. Je sirotai l'amertume qui manquerait. Si je ne signe pas, continuai-je, je garderai peut-être la forteresse. Je garderai peut-être mon nom, ma dignité, le mur que Richard et moi avons érigé brique par brique, mais je la perdrai peut-être. Je perdrai peut-être Lydia à cause du ressentiment, de la persuasion d'Étienne, de l'idée que sa mère est devenue son ennemie. Les mots brisèrent quelque chose en moi. Des larmes coulèrent sur mon visage et tombèrent dans la tasse. Un sel qui rejoignit le thé. « Richard, chuchotai-je, ma voix tremblante. Tu m'as demandé d'être forte, mais la force ressemble parfois à une rupture. Tu as construit des villas pour résister aux tempêtes. J'essaie d'en résister à une aussi. Mais c'est ma propre fille qui presse contre les murs. » Je fermai les yeux et laissai le silence répondre. Il m'enveloppa, lourd et honnête. Un souvenir ressurgit, plus doux cette fois. Lydia a 5 ans, courant pieds nus sur la plage près d'une des maisons presque terminées de Richard. Son rire s'en mêlait aux cris des mouettes. Richard l'avait hissée sur ses épaules, ses cheveux formant un halo doré au soleil. J'étais resté à proximité, tenant le panier de pique-nique, pensant que le monde était solide, incassable. Maintenant, cette même fille me regardait avec suspicion, sa confiance ébréchée par les mots d'Étienne, par son propre désir de réparer ce qui était brisé dans son mariage. Et moi, la mère, je devais décider. Me rendre pour la garder près de moi, ou résister et risquer de la perdre. La lueur de la lampe tremblait sur la table, mon ombre vacillant contre le mur. Je posai ma tasse et joignis mes paumes. Un geste à moitié prière, à moitié supplication. Je ne peux pas avoir les deux, dis-je dans le calme. Pas maintenant. Pas en cette saison. La clé en laiton pressait contre ma cuisse là où la poche du gilet s'affaissait. Je la touchai, laissant le poids frais me rappeler la main de Richard cette dernière nuit. Sa poigne avait été féroce, ses mots inflexibles. Ne signe pas. Un jour, tu comprendras. Je comprends, admis-je à travers les larmes. Je comprends le coup. Le prix de la dignité est parfois la distance. Le prix de dire non est de regarder les gens que l'on aime s'éloigner. La maison ne répondit pas, mais elle me soutint. Les rosiers à l'extérieur frôlèrent à nouveau le bardage, chuchotant dans le vent. Je respirai profondément, laissai l'air me remplir et sentis le sanglot s'apaiser en immobilité.
Je restai assise là jusqu'à ce que l'ampoule de la lampe réchauffe l'abat-jour en verre et que le thé refroidisse. Mes larmes séchèrent, ne laissant que le goût du sel au coin de mes lèvres. Finalement, je me levai. Je plaçai la deuxième tasse intacte près de la fenêtre où le clair de lune argentait son bord. Je touchai le cadre de la porte en passant, sentant le seuil sous ma paume, me souvenant des points qui avaient frappé plus tôt cette semaine. Et je réalisai quelque chose. La forteresse n'était pas seulement du papier. La forteresse, c'était moi. Chaque fois que je choisissais de ne pas signer, de ne pas ouvrir, de ne pas me rendre, je devenais une brique de plus dans le mur. Je retournai au lit, m'allongeai et fermai les yeux. Le sommeil ne vint pas immédiatement, mais la paix, si. Une paix fragile, mais la mienne. La semaine suivante se déroula comme une série de petits pas réguliers, chacun plus ferme que le précédent. Jacques et moi nous sommes rencontrés 3 fois à son bureau, un espace qui sentait les vieux livres et l'huile de citron. Son bureau était encombré de dossiers, mais il manipulait chaque papier comme s'il s'agissait d'une pierre ajoutée à un mur. D'abord, les actes de propriété. Il sortit d'épaisses enveloppes timbrées d'un sceau départemental. Nous allons réenregistrer chaque propriété, expliqua-t-il. Ainsi, la chaîne de titres sera hermétique. Personne ne pourra glisser une réclamation par la petite porte. Je signai ligne après ligne, chaque trait de mon stylo une réaffirmation. Le sceau du notaire frappa avec un bruit sourd. Ce son était devenu le battement de tambour de ma nouvelle vie. Ensuite, les formulaires de désignation de la personne de confiance. Jacques les fit glisser sur le bureau. Ceci décide qui parle pour vous en cas de crise médicale, dit-il. Richard s'est assuré que votre mandataire de soins de santé était clair, mais il doit être mis à jour. Étienne n'a plus aucune légitimité maintenant. Marguerite sera votre mandataire principal, votre médecin secondaire. Je n'hésitais qu'un souffle avant de signer. Le stylo se déplaçait plus facilement qu'auparavant. Le sceau frappa de nouveau. Puis vinrent les blocages de crédit. Jacques fit appeler chaque agence par un assistant juridique sur haut-parleur pour que je puisse entendre les confirmations. Banque de France, FICP. Ma voix éplait mon numéro de sécurité sociale, stable et inébranlable. Les opérateurs récitaient des codes de confirmation, chacun sonnant comme un mot de passe secret. Jacques me tendit des bouts de papier avec les codes à l'encre bleue. Gardez-les en lieu sûr. Ils sont plus solides que n'importe quelle serrure sur une porte. Nous avons également préparé des lettres recommandées. Jacques me fit signer le bas de chaque page avant de les glisser dans des enveloppes, les cartes vertes et blanches déjà attachées à l'avant. Accusé de réception, expliqua-t-il. Preuve de livraison, preuve d'action. À la fin de la 3e réunion, mes mains ne tremblaient plus lorsque je levais le stylo. Elles se déplaçaient avec la certitude tranquille d'une enseignante corrigeant l'orthographe d'un enfant, délibérée et calme. De retour à la maison, j'ai épinglé chaque accusé de réception vert sur le tableau de liège de ma cuisine. Le tableau avait autrefois contenu des photos de classe, des listes de courses et des rappels pour les réunions parents-professeurs. Il affichait maintenant une nouvelle galerie de victoires. Chacun était un drapeau de survie. Ils se tenaient en rangée comme des soldats, et chaque fois que je passais devant, je sentais la main de Richard affermir la mienne. Pendant ce temps, le monde extérieur réagissait. Je l'ai appris d'abord par Marguerite, qui a vu Étienne sortir en trombe de la banque du centre-ville, sa cravate desserrée, sa mâchoire serrée. Elle m'a dit qu'il avait essayé de transférer quelque chose. Elle ne savait pas quoi, mais l'employé a secoué la tête et lui a rendu ses papiers. Plus tard, Jacques l'a confirmé. Étienne avait tenté de changer les adresses postales et les informations sur les bénéficiaires d'un des comptes immobiliers, mais le gel du crédit, les actes de propriété enregistrés et les règles de l'avocat au dossier l'ont arrêté net. Ils l'ont immédiatement signalé, dit Jacques, un rare sourire étirant ses lèvres. Il ne peut plus bouger d'un pouce sans déclencher des alarmes maintenant. La justice par la procédure. Pas de marteau, pas de cri, juste du papier, des timbres, des signatures, des systèmes qui s'emboîtent exactement comme ils le devaient. J'imaginais Étienne au comptoir, son charme se fissurant alors que l'employé expliquait des politiques qu'il ne pouvait pas contourner, son stylo planant inutilement au-dessus d'un formulaire qu'il ne pouvait pas remplir, sa frustration se déversant sur le parking où personne ne se souciait de l'entendre. À la maison, je me tenais devant le tableau de liège, passant mon doigt sur les cartes vertes épinglées en rangées nettes. Chaque bruit sourd du sceau du notaire, chaque code des agences de crédit, chaque lettre recommandée retournée. Ensemble, ils étaient plus forts que n'importe quel argument. Un soir,
Lydia a appelé. Sa voix était plate, comme si elle avait été répétée. Étienne dit que la banque a fait une erreur. Il dit que nous allons arranger ça. J'ai écouté tranquillement, puis j'ai répondu sur le même ton que celui que j'avais écrit à Étienne auparavant. Veuillez tout diriger vers Jacques. Je ne discuterai pas directement des documents ou des comptes. Un silence lourd plana entre nous. Je pouvais presque l'entendre déglutir. Tu ne me fais vraiment pas confiance, murmura-t-elle. J'ai appuyé ma paume contre le tableau de liège, sentant les têtes d'épingle comme de petits clous sous ma peau. Je te fais assez confiance pour rester ta mère, dis-je doucement. C'est pourquoi je ne peux pas signer. Un jour, tu le verras peut-être. Elle a mis fin à l'appel rapidement. Ma main s'est attardée sur le tableau. Cette nuit-là, j'ai préparé du thé et je me suis assise à nouveau avec 2 tasses. J'ai fixé celle qui était vide en face de moi. Richard, murmurai-je. La forteresse a tenu. La tempête a frappé, mais les murs n'ont pas cédé. Les rosiers à l'extérieur se sont pliés sous une rafale de vent, puis se sont redressés. J'ai siroté mon thé lentement, le goût amer, mais qui manquerait. La maison était silencieuse, à l'exception du tic-tac régulier de l'horloge. Le silence ne ressemblait plus à des chaînes. Il ressemblait à un jugement rendu non par la colère, mais par l'ordre, la justice par la procédure, le papier et l'encre devenant le rugissement silencieux de la dignité. Quand je me suis levée pour éteindre la lumière de la cuisine, les accusés de réception verts brillaient faiblement sous la lampe, comme des phares alignés le long d'une côte. Je savais que les tempêtes continueraient à venir, mais les signaux étaient en place. La ligne était tracée, et j'avais choisi de ne pas la franchir. La lumière de fin d'après-midi reposait sur le porche comme un châle chaud. Je me tenais au bord des marches, le tuyau d'arrosage à la main, donnant au rosier une lente gorgée comme Richard me l'avait appris, près des racines, sans éclabousser les feuilles. L'eau s'infiltrait dans le sol et disparaissait. Le son était un doux chuchotement contre le bourdonnement du quartier. Une voiture s'arrêta doucement au bord du trottoir. Le moteur se coupa. Je ne me retournai pas tout de suite. Je finis le buisson sur lequel j'étais, tournai la buse sur une fine brume et la laissai se déposer sur la dernière fleur, une rose corail têtue qui refusait de s'ouvrir complètement. Maman. La voix de Lydia venait de l'allée, pas de l'entrée de garage. Elle s'était garée dans la rue et était montée sans le drame des pneus sur le gravier. Je fermai l'eau et enroulai lentement le tuyau, donnant à mon souffle le temps de trouver un rythme régulier. Quand je levai les yeux, elle était à la barrière, les doigts crochus sur le loquet, me regardant comme si je pouvais disparaître si elle clignait des yeux trop vite. Nous sommes restés ainsi un instant. Une mère et une fille séparées par une clôture à hauteur de taille et un mois qui semblait plus long que n'importe quel hiver. La clé en laiton dans la poche de mon gilet touchait ma hanche. Son poids me stabilisait. Le jardin est beau, dit-elle, la voix basse. Il tient bon, répondis-je. Les tempêtes sont venues. Les racines se sont souvenues. Elle ouvrit la barrière et entra, faisant attention de ne pas effleurer les épines. Sur le porche, la moustiquaire était entr'ouverte. Pas ouverte, pas fermée. Une porte entr'ouverte. Mon compromis préféré. Je t'ai apporté quelque chose. Elle souleva un petit sac en papier. À l'intérieur, je vis des citrons et du gingembre. Les ingrédients du thé que je bois quand le sommeil a des arêtes. Elle avait fait attention. Rien que cela a desserré quelque chose dans ma poitrine. Nous nous sommes dirigés vers les marches. Je me suis assise sur la plus haute. Elle a choisi celle d'en bas. Proche mais sans se toucher. Un cardinal rouge traversa la cour et disparut dans le chêne. J'ai parlé à Étienne, dit-elle. Je lui ai dit que tout devait passer par Jacques maintenant. Il était en colère. Il a dit que je te choisissais au détriment de notre avenir. Elle déglutit. Je lui ai dit que je choisissais ma mère plutôt qu'un plan qui ressemblait à des sables mouvants. Je gardai mes mains jointes, les pouces reposant sur la ligne de ma jupe. Comment a-t-il réagi? Il a dit que j'étais naïve. Il a dit que tu m'avais empoisonné contre lui. Elle leva alors les yeux vers moi. L'as-tu fait? Non, dis-je. Tu as demandé de l'espace pour réfléchir. Je te l'ai donné. Je laissai le silence s'installer entre nous comme une table dressée pour le thé. Elle fixa ses genoux. J'entends sans cesse ta phrase. La confiance n'est pas la même chose que de signer. J'ai essayé de la détester. Je n'ai pas pu. Elle rit une fois. Le son était fragile et courageux à la fois. Je me suis demandé pourquoi j'étais si désespérée que tu signes.
La réponse n'était pas jolie. J'attendis. Parce que je pensais qu'une signature arrangerait tout, dit-elle. Nos factures, sa fierté, l'histoire que je me raconte sur le fait d'être une bonne épouse. Je voulais une porte facile. Ton nom m'a forcé à voir le couloir. Le vent souleva quelques pétales de la fleur la plus proche et les déposa près de sa chaussure. Elle ne les chassa pas. J'ai été cruelle. Avec toi, dit-elle. Pas avec des cris, avec le genre de pression qui porte ton nom comme un manteau. Je suis désolée. Je laissai l'air sortir lentement. Les excuses n'effaçaient pas les semaines, mais elles posaient une planche dessus. Je sais d'où vient cette pression, dis-je. Elle vient de la peur déguisée en devoir. J'ai porté ce manteau aussi. Elle se tourna de nouveau vers la cour. Je ne sais pas ce que je vais faire à propos d'Étienne. Je ne te demande pas de conseil. Je ne te demande pas de le combattre pour moi. Elle hésita, puis ajouta presque dans un murmure. Je te demande du temps. Tu l'as dit. Une minute passa. Le quartier s'installa dans les doux bruits du dîner qui commençait quelque part. Une moustiquaire grinça et claqua un peu plus loin dans la rue. Quelqu'un secoua la poussière d'un paillasson. Le monde gardait sa liste ordinaire. Lydia bougea et leva les yeux. Je pense encore au mariage, dit-elle. Je te vois derrière ces fleurs. J'aurais dû déplacer cet arrangement de mes propres mains. J'aurais dû te demander où tu voulais t'asseoir. J'y ai survécu, dis-je. Toi aussi. Je ne voulais pas de survie, répondit-elle. Je voulais une célébration qui t'incluait. Il n'y avait pas de réponse facile à cela. Je laissai le silence contenir les deux vérités. Ce qui s'était passé. Ce qui aurait dû. Elle plongea la main dans le sac en papier, en sortit un citron, le pressa dans ma paume. Jacques m'a appelé, dit-elle. Il m'a expliqué la fiducie, les déclencheurs, la raison pour laquelle papa a écrit les choses comme il a fait. Il ne m'a pas grondé. Il m'a dit qu'il souhaitait que plus de filles posent des questions avant de demander des stylos. Ça ressemble à Jacques, dis-je. Elle réussit un petit sourire. Il a aussi dit que je pourrais t'amener à son bureau la semaine prochaine pour récupérer des copies des actes de propriété enregistrés. Il a dit que parfois, toucher le papier aide. C'est vrai, dis-je. Les sauts sonnent comme des coups de marteau sans la performance. Nous sommes restés assises avec ça. Le ciel vira au soir. Je pouvais sentir le sel dans l'air, une marée qui tournait quelque part juste hors de vue. Finalement, elle dit ce qu'elle était venue dire. Je vais réfléchir davantage. Je ne te presserai plus. Je ne peux pas promettre que je ne serai pas en colère certains jours. Je peux promettre que je ne confondrai pas la colère avec la permission. Je hochai la tête une fois. Pas de triomphe, de la reconnaissance. Merci, dis-je. Les portes s'ouvrent quand le respect frappe. Sa bouche trembla. Elle la stabilisa avec une profonde respiration. Elle se leva, lissant sa jupe comme elle l'avait fait le jour de son mariage, mais plus lentement, comme si elle désapprenait une habitude. À la barrière, elle s'arrêta, se retourna. Maman. Oui. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je sentis les mots atterrir dans ma poitrine et y faire de la place. Je sais, dis-je. J'ai gardé la lumière du porche allumée. Elle hocha la tête, presque timidement, et souleva le loquet. La barrière s'ouvrit. Le cardinal appela une fois depuis le chêne, une note brillante. Lydia retourna à sa voiture. Elle ne regarda pas par-dessus son épaule. Elle n'en avait pas besoin. Je ramassai le tuyau, tournai de nouveau la buse en brume et finis la dernière rose. En arrivant sur le porche, je remarquai que la moustiquaire était toujours entr'ouverte, un peu ouverte, un peu fermée. Je la laissai ainsi. Puis je suis rentrée pour mettre les citrons dans le bol, le gingembre sur le comptoir et une bouilloire sur le feu. La clé en laiton tapa contre la table quand je la posai à côté de la planche à découper. Je pressai mon pouce dessus, sentis le métal froid et dis la phrase qui m'avait porté à travers chaque pièce. Les limites maintiennent l'amour en vie. La bouilloire se mit à chanter. Je sortis 2 tasses, une pour moi, une pour ce que nous sommes encore en train de réparer. Le soir après la visite de Lydia, je me suis retrouvée debout dans la cuisine plus longtemps que d'habitude. La lumière extérieure s'estompait dans ce bleu qui précède la nuit, lorsque les rosiers se transforment en silhouettes et que la maison bourdonne de son propre silence. J'ai préparé du thé et j'ai sorti 2 tasses, bien que je n'ai d'appétit pour aucune des deux. Mes yeux dérivaient sans cesse vers le tableau de liège sur le mur, lourd d'accusés de réception verts et de pages estampillées. Mais ce qui a attiré mon attention,
Ce n'était pas le papier cette fois. C'était la photo épinglée dans le coin. Richard dans sa chemise à carreaux, les manches retroussées, son sourire constant. J'ai sorti une feuille de papier du tiroir et je me suis assise à la table, un stylo à la main. L'air sentait faiblement le citron et le gingembre de ce que Lydia avait apporté. J'ai écrit 3 lignes simples. Rien de plus, rien de moins. J'aime ma fille. Je ne signerai pas. Je suis toujours là. Les mots semblaient simples, presque enfantins. Mais alors que mon stylo se levait, je les ai sentis s'installer en moi comme des encres. Chaque ligne était à la fois une confession et un vœu. J'ai plié le papier une fois, puis je l'ai épinglé à côté de la photo de Richard. Les bords se sont légèrement courbés comme s'il se penchait vers lui. Ses yeux, figés pour toujours dans ce carré de mémoire, semblaient rencontrer les miens. Pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas eu l'impression d'écrire au passé. J'ai eu l'impression d'écrire pour l'avenir. J'ai reculé, regardant le tableau. Des accusés de réception verts, des sauts légaux, des preuves de bataille gagnées sans crier, et maintenant un petit bout de papier portant les vérités que je voulais. Aucune cour, aucune banque, aucun enfant ne pouvait se tromper. La maison était immobile, mais pas vide. Le silence avait maintenant une forme, comme des murs et des fenêtres qui encadraient une vie que j'avais choisi de préserver. Je suis allé sur le porche, j'ai allumé l'interrupteur et j'ai regardé la lumière fleurir sur les marches. L'ampoule brillait d'un jaune doré contre le crépuscule qui s'approfondissait, projetant des ombres sur les rosiers qui se balançaient dans la brise. Pendant des mois, je m'étais demandé si Lydia reviendrait, si elle franchirait à nouveau le seuil avec des questions ou de la colère ou une résolution tranquille. Ce soir, la lumière du porche brûlait pour elle de la même manière. La porte derrière moi restait entr'ouverte. La moustiquaire était inclinée juste assez pour laisser entrer l'air de la nuit. Pas verrouillée contre le monde, pas grande ouverte à l'intrusion. Une ligne tracée, mais pas un mur. Je me suis appuyée sur la balustrade, le tuyau d'arrosage soigneusement enroulé à mes pieds. Les bruits du quartier arrivaient. Des enfants terminant un jeu un peu plus loin, un chien aboyant une fois, puis se taisant. Je me suis souvenu de cette nuit de mariage, comment j'avais été assise derrière une colonne d'orchidées près de la porte de sortie, invisible au rire et aux photographies. Ce souvenir m'avait profondément blessée. Pourtant, maintenant, debout ici avec la lumière du porche allumée et la porte entr'ouverte, j'ai réalisé quelque chose. Au mariage, j'avais été placée au bord du tableau de quelqu'un d'autre. Un fantôme dans un moment qui était censé m'inclure. Mais ici, dans ma propre maison, avec mes propres limites, je n'étais plus invisible. J'étais la propriétaire de ma vie. Le cercle s'était refermé, mais doucement, comme la marée qui se retire vers le rivage, pas une porte claquée. À l'intérieur, le bout de papier flottait légèrement sous le ventilateur de plafond. J'aime ma fille. Je ne signerai pas. Je suis toujours là. Les 3 vérités coexistaient, sans s'annuler. J'ai touché la clé en laiton dans ma poche une dernière fois avant de la poser sur la table à l'intérieur. Elle n'avait plus besoin de presser contre moi. Elle pouvait reposer, visible, comme une partie de la vie que j'avais choisi de garder. La bouilloire siffla faiblement. Le thé était de nouveau prêt. J'ai versé dans une tasse et j'ai laissé l'autre sur la table, la vapeur s'élevant dans l'air doux. Une pour moi, une pour la mémoire, ou peut-être une pour l'espoir. Alors que la nuit s'approfondissait, j'ai chuchoté dans le silence. Richard, j'ai fait ce que tu as demandé, mais j'ai aussi fait plus. Je suis restée moi-même, et je suis restée une mère. Les rosiers se sont pliés, pris dans une brise, puis se sont redressés une fois de plus. La lumière du porche bourdonnait régulièrement, chaude contre le noir frais. J'ai fermé la porte à moitié, laissant le loquet lâche. Pas fermé, pas rendu. Une porte entr'ouverte, en attente. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai respiré sans poids sur la poitrine. La forteresse tenait toujours. Et moi aussi. Je vous laisserai avec la chose la plus vraie que j'ai apprise dans cette maison avec la lumière du porche allumée. Mon silence n'est pas une reddition. C'est une voix qui porte plus loin que n'importe quel cri. Il a tracé une ligne légale quand le bruit tentait de la brouiller. Il m'a gardée entière pour que je puisse continuer à aimer ma fille sans lui remettre la carte de ma vie. Si vous vous tenez à votre propre seuil en ce moment, avec un stylo d'un côté et votre nom de l'autre, entendez ceci d'une femme qui a signé de nombreux bulletins scolaires et très peu d'erreurs. Vous avez le droit de faire une pause. Vous avez le droit de demander des projets de documents 48 heures à l'avance. Vous avez le droit de dire avec gentillesse et une colonne vertébrale: veuillez contacter mon avocat. La dignité n'est pas de l'entêtement.
C'est de l'intendance. Les gens vous diront que la paix exige une signature. Parfois, la paix exige une limite. Parfois, l'amour survit parce que vous ne franchissez pas la ligne qui vous effacerait. J'aime ma fille. Je n'ai pas signé. Je suis toujours là. Ces trois choses peuvent vivre dans la même pièce. Avant de nous dire au revoir, j'aimerais savoir d'où vous regardez. Est-ce un matin calme avec une tasse de café chaud, le soleil sur votre table, une liste qui attend sur le réfrigérateur, ou une fin de soirée où des histoires comme celle-ci vous tiennent compagnie, les lumières des porches brillant dans votre rue, une bouilloire sur le point de chanter? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis chacun d'eux avec gratitude. Si cette histoire a touché votre cœur, envisagez de vous abonner à la chaîne. Non seulement pour entendre plus d'histoires comme celle-ci, mais pour faire partie d'une communauté qui croit encore en la gentillesse, la guérison et les secondes chances. Ici, nous rendons la justice par la procédure. Nous pratiquons le courage tranquille. Nous gardons la porte entr'ouverte pour le respect. Maintenant, je veux vous demander quelque chose d'honnête. Si c'était vous, garderiez-vous le silence comme je l'ai fait, ou signeriez-vous pour maintenir le calme dans la maison? Échangeriez-vous votre nom contre un moment de tranquillité? Ou maintiendriez-vous votre ligne et feriez-vous confiance à la vraie paix qui peut attendre? Partagez votre réponse. Quelqu'un d'autre qui lit aura besoin du courage que vous avez à donner. Sur le tableau de liège de ma cuisine, les accusés de réception pendent toujours comme de petits phares. La photo de Richard sourit comme il le faisait quand une poutre était bien en place. À côté de lui, mon bout de papier attend. Simple comme un souffle. J'aime ma fille. Je ne signerai pas. Je suis toujours là. Chaque matin, je touche ce papier avant d'allumer la lumière du porche. C'est mon engagement envers mon passé et ma permission pour la journée à venir. Où que vous soyez, j'espère que vous emporterez cette histoire avec vous. Et souvenez-vous de ceci. Parfois, le miracle ne frappe pas à votre porte. Il attend tranquillement que vous soyez prêt à ouvrir votre cœur. Prêt à vous dire oui à vous-même. Prêt à dire non à ce qui vous rendrait plus petit. Prêt à vous tenir dans la maison de votre propre vie sans vous excuser. Prenez soin de vous. Gardez vos papiers près de vous. Gardez votre gentillesse encore plus près. Et si vous devez choisir, choisissez la limite qui laisse l'amour respirer. Je serai là, à table, avec 2 tasses. Une pour la mémoire, une pour l'espoir. La lumière du porche allumée, la porte un peu ouverte, la nuit douce autour des rosiers.